Bien, donc nous allons vous proposer une restitution du pôle 3, le pôle 3 qui concernait l'activité des enseignants et des élèves à la fois en classe et à distance. Ce pôle a été co-animé par Audrey Murillo de l'ENSFEA, par moi-même d'AgroSub Dijon, Michel Dumas de l'Inspection et avec l'aide d'Amid Amrani de l'Institut Agro à Florac. Ce pôle donc, se centrait vraiment sur l'activité des enseignants et des élèves à la fois en classe et à distance, donc en situation en tout cas d'enseignement-apprentissage en présentiel ou en distanciel et sur la manière dont finalement les enseignants et les apprenants peuvent s'approprier un certain nombre d'outils, qu'ils soient numériques ou non. Le pôle a été décliné en 2 ateliers qui se sont tenus en parallèle, avec un atelier qui concernait les conditions pour que les enseignements à distance soient réellement apprenants et un second atelier qui portait sur des outils particuliers et notamment sur les techniques de rétroaction en classe. Ce que nous allons vous proposer, c'est donc une restitution de la synthèse en fait, des échanges avec les participants, d'une part, et puis d'autre part ensuite quelques paroles de ces participants qui sont revenus travailler avec nous la restitution. Concernant l'atelier sur les conditions pour qu'un enseignement à distance soit réellement apprenant, je ne vais pas reprendre là tout ce que vous pouvez voir sur la diapo, simplement préciser que au final, les enseignants et directeurs adjoints qui étaient présents ont beaucoup plus insisté sur les conditions pour qu'un enseignement à distance soit encrochant et soit supportable pour les enseignants et les élèves plus qu'apprenant. Ils ont notamment insisté sur les conditions matérielles des apprenants, mais aussi des enseignants, conditions à la fois d'équipement, mais aussi d'accès au réseau, qui visiblement a été un nœud très important en fait. Des temps d'enseignement à distance. Bon, d'autres conditions sont ressorties, hein, notamment l'idée d'un séquençage dynamique et diversifié avec une alternance de formats différents. Pour l'atelier sur les conditions pour qu'un enseignement à distance soit réellement apprenant, j'ai repris là la synthèse en fait, des échanges que nous avons eus avec les participants. Simplement peut-être préciser qu'au bout du compte, ce qui a été surtout discuté, ce sont les conditions pour que cet enseignement à distance soit tout à la fois encrochant et supportable pour les enseignants et les élèves, plus qu'apprenant. Un certain nombre de conditions ressortent, notamment des conditions matérielles qui doivent être favorables en termes d'équipement, mais aussi en termes d'accès au réseau, et ce, pour les apprenants et pour les enseignants. Autre condition, un séquençage qui doit être dynamique, diversifié, avec des séances d'enseignement courtes. Un travail aussi d'équipe nécessaire. Comment est-ce qu'on peut se coordonner entre nous pour faire du lien, travailler des approches qui soient concertées. Dans certains établissements, il y a eu des chartes qui ont permis de réguler aussi les activités avec une limitation du temps par jour, du temps de visio, limitation aussi du temps des devoirs. D'autres établissements ont aussi mis en place des feedbacks réguliers à la fois en début de semaine et en fin de semaine pour voir ce qui avait été vécu, ce qui avait été retenu, comment ça s'était passé. Donc une manière de réguler aussi. Un travail important sur les outils et cette idée que sans doute on doit travailler avec des outils uniques ou au moins une plateforme d'entrée dans la formation qui soit unique pour ne pas perdre les élèves. Et puis évidemment, travailler à la formation des enseignants et des apprenants à l'utilisation de ces outils et de ces plateformes. Ce qui est aussi ressorti, la grande difficulté, c'était d'être dans un mode uniquement à distance. Et donc, comment est-ce qu'on peut tenter de penser une hybridation des formations en présentiel et en distanciel? Un gros travail aussi sur le collectif. Tout à la fois, alors le collectif équipe pédagogique, on l'a vu, mais aussi le collectif des élèves, comment est-ce qu'on peut le travailler? Et puis,
travailler aussi évidemment la bienveillance et le lien, c'est beaucoup ressorti. D'autre part, favoriser les interactions entre les apprenants, comment il est possible de les mettre en activité, de leur permettre de coopérer, de collaborer autour de projets qui soient communs, autour de défis qui soient communs, de manière à favoriser les interactions entre eux et d'être là plutôt en régulation. Déposer les exercices, les travaux, les apports, si possible en amont sur une plateforme qui soit dédiée et qui permette aux jeunes de revenir dessus, même si à un moment ou un autre, il n'a pas pu se connecter. Proposer du challenge, du défi, rendre ces enseignements appétants. Et puis derrière, sans doute aussi interroger les modalités de l'évaluation qui sans doute ne peuvent pas être les mêmes en présence ou à distance, quitte à favoriser aussi des évaluations qui soient plutôt des évaluations individuelles. Au final, c'est ce que je disais, les conditions de l'enseignement à distance ont plutôt été travaillées du côté de leur possibilité de rendre les enseignements encrochants et supportables. Les échanges ont vraiment porté sur les risques forts de décrochage des jeunes et assez peu finalement sur les activités qui sont proposées ou qui ont été proposées. On n'a pas pu aller beaucoup voir la manière dont elles peuvent favoriser l'engagement des jeunes, mais surtout leur maintien et les apprentissages en tant que tels. Le potentiel problématique des situations que l'on fait vivre aux jeunes a été assez peu abordé, non plus que la confrontation des groupes au travers de leur production. La mobilisation de leur expérience, qu'elle soit professionnelle ou sociale, pour construire les apprentissages, a elle aussi été assez peu abordée. Ni l'idée qu'il faille sans doute être très au clair sur la visée des apprentissages sur des séances qui sont des séances relativement courtes pour la plupart. Ce qui a été beaucoup discuté, c'était le piège dans lequel sont tombés la plupart des enseignants au début du confinement, à savoir donc des élèves qui étaient bombardés d'activités et de devoirs, avec donc des élèves submergés d'un côté et des enseignants épuisés de l'autre côté. C'est vraiment la dimension traumatique de l'enseignement à distance qui est ressortie dans cet atelier. Et ce que nous avons pointé, surtout collectivement, c'est qu'il n'y a pas ou très peu eu de retour en établissement sur le vécu du printemps 2020, ce qui fait qu'à la veille d'un nouveau confinement, eh bien, on n'a pas collectivement sorti d'enseignement et de ce qui s'est joué, et donc il n'y a pas non plus d'anticipation de ce retour aux enseignements à distance. Dans l'atelier sur les techniques de rétroaction en classe, avec 2 enseignants, Marjolaine Cessillon et Eddy Ambry, nous avons abordé diverses techniques, numériques ou non, utilisables en présentiel ou à distance, des techniques qui permettent aux enseignants d'avoir un retour sur ce que l'ensemble de leurs élèves pensent ou comprend du cours. Nous avons centré notre attention sur 2 outils qui permettent de mettre en place des quiz interactifs. Ces outils sont Plickers et Kahoot. Ils se sont montrés utiles pour qu'en un temps court, les enseignants puissent obtenir des informations sur l'ensemble de leur classe et que ces informations soient enregistrées dans des tableaux. Nous avons insisté sur la diversité des usages de ces outils, en mode anonyme pour les élèves ou nominatif pour rappeler le cours précédent, pour rythmer une séance ou encore organiser un jeu concours, par exemple juste avant les vacances. Les participants ont mis l'accent sur l'intérêt de ces outils pour varier leur méthode pédagogique, pour dynamiser leur cours et pour contribuer à un climat de travail positif. Donc, si vous le voulez bien, on va commencer par parler atelier par atelier et vous donner la parole sur les 2 thématiques de mercredi après-midi. Donc, peut-être on peut commencer par l'atelier animé par Isabelle sur, on va dire, des aspects peut-être un peu plus englobants sur l'activité des enseignants et des élèves en situation d'enseignement et d'apprentissage. Je rappelle que l'atelier d'Isabelle portait vraiment sur les conditions pour que l'enseignement à distance permette les apprentissages. Donc, vous avez toutes les 4 participé à cet atelier.
Donc, les questions qu'on voulait vous poser de manière un petit peu libre, vous permettent de vous exprimer sur cette thématique. Je vais laisser la parole à Isabelle, c'était par rapport à une première vision qu'on a eue de vos retours sur ces conditions, on va dire, favorisant l'apprentissage. On s'est rendu compte que la première tendance n'était pas justement de se centrer sur l'apprentissage et les conditions d'apprentissage, mais sur une volonté de ne pas perdre des élèves. C'est bien ça, Isabelle? Oui, c'était vraiment le premier. Alors, je ne sais pas si on peut parler d'étonnement, mais en tout cas, la chose qui m'a semblé la plus importante, c'était ça. C'est-à-dire qu'au final, vous avez beaucoup plus échangé sur les risques de décrochage et sur le fait que ce que vous proposiez soit supportable, plus que sur les activités que vous avez proposées aux élèves pour favoriser leur apprentissage. Donc, est-ce que vous avez… Est-ce que vous êtes d'accord avec cette remarque? Et puis, est-ce que vous avez quelque chose à en dire? Alors, est-ce que l'une d'entre vous souhaite témoigner par rapport à ça? Isabelle? Oui, moi je veux bien commencer. Et alors effectivement, on était dans des groupes. Je pense que peut-être que les groupes, vous les aviez constitués vous-même de façon à avoir des représentants de tout le personnel des lycées. Donc, dans mon groupe, ou de tête, on devait être 8, je crois, entre 6 et 8. C'est vrai qu'il y avait 2 proviseurs, enfin, proviseurs adjoints. Donc, on a eu leur version du confinement, comment on travaille à distance avec les élèves. C'était très intéressant. Moi, je suis enseignante en biologie, donc je n'ai pas cette vision-là, en fait, même si je suis tout à fait consciente du décrochage des élèves. J'avais, moi, une petite frustration, effectivement, sur le fait qu'on ne parle pas vraiment des activités qu'on a pu mettre en place à distance. J'ai parlé de pédagogie active, moi, un peu, de ce que j'avais fait, essayé de faire l'année passée pendant le confinement, ce qui avait marché, ce qui n'avait pas marché. Mais voilà, je pense que c'était lié au groupe et il y a eu des retours très enrichissants sur le fait de faire un suivi avec l'équipe de direction. Enfin, moi, ça m'a apporté des points sur ça, comment on peut gérer en fait à distance notre équipe pédagogique. Mais voilà, par rapport à l'élève, oui, c'était plus suivi, appel téléphonique. On n'a pas effectivement trop développé sur l'aspect pédagogique. Voilà, c'est la petite frustration pour moi. D'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait réagir sur ça? Alors, l'atelier d'hier, moi, ça m'a beaucoup apporté par rapport aux échanges. J'étais dans le même groupe, je crois, qu'Isabelle. Donc, voir un petit peu comment ça s'était passé, les difficultés que chacun avait pu rencontrer. Donc, ça, c'était intéressant d'échanger là-dessus. Et ensuite, effectivement, moi, ce que je pourrais retenir, donc sans revenir dans les détails, c'est que, en fait, quand on travaille avec le numérique, il faut trouver un moyen d'avoir un lien et une interaction avec les élèves. Et après, on n'a pas parlé des outils, c'est vrai qu'on n'est pas rentré dans le détail des activités, mais c'est ce qui ressortait pour moi le plus des échanges qu'on a pu avoir. Et c'est ce qui est le plus important, je pense, pour moi aussi dans l'enseignement, que ce soit à distance ou en présentiel, pouvoir avoir un lien avec les élèves. Et quand ce lien, on n'arrive pas à l'avoir, que ce soit en présentiel ou en distanciel, c'est compliqué en fait de les accompagner, de les aider à travailler. Voilà ce que j'ai pu retenir personnellement. Et donc, par rapport aux échanges que vous avez eus, alors j'adresse la question à toutes les 5, est-ce que vous avez eu des pistes proposées par des personnes qui participaient au groupe avec vous, des idées nouvelles ou des confirmations de ce que vous avez essayé? Oui, moi j'ai noté quelques idées que j'aimerais proposer dans mon établissement. La pause café sur Teams ou Zoom tous les jours à 10h, qui est initiée par le proviseur adjoint et qui permet de mettre en place un temps informel comme on avait avant la pause café en vrai. Les réunions de filière, avec tous les enseignants d'une même filière de façon régulière, parce que ça, lors du premier confinement, moi, ça s'est fait dans mon établissement, mais voilà, le fait que ce soit institutionnalisé, je pense par une direction locale, ça peut donner plus de poids et de régularité.
Puis j'avais noté une base commune minimale et puis une dynamique commune pour faire en sorte que les dispositifs qu'on propose aux élèves soient viables dans la durée. Pour répondre à l'étonnement d'Isabelle au tout début de notre réunion, là, moi j'ai retenu hier matin dans la table ronde ce que disait Bruno Devauchel. Je crois que c'est Bruno son prénom. Il disait l'autonomie, ça ne se décrète pas, ça ne se décide pas, ça se prépare et ça s'accompagne et c'est quelque chose qui doit se construire. Et je pense que là, lors du premier confinement, on avait été tellement mis devant les faits accomplis avec des injonctions de continuer absolument la continuité pédagogique et le lien que pour nous, ce qui était primordial, c'était justement de garder nos élèves et qu'ils ne décrochent pas. Et après, le contenu, bien sûr, c'était important pour nous, les enseignants, comme lorsqu'on a les élèves en cours, mais on ne pouvait pas transmettre ce contenu si, dans un premier temps, on n'arrivait pas à garder ce lien avec les élèves. Et ce genre d'échange, comme on vous les a proposés mercredi après-midi, est-ce que vous avez eu l'occasion, pendant cette première période de confinement, il y a un an, d'en avoir avec vos équipes, ou après, est-ce qu'il y a eu des phases de bilan? Donc là, je pose la question peut-être à Delphine et à Valérie. Oui, enfin, nous, dans notre établissement, on a eu des réunions bilan, ce fameux retour d'expérience suite au premier confinement. Moi, ce que j'ai regretté, et je l'ai dit déjà en début de semaine, c'est que ça n'est resté que du bilan. Ça ne nous a pas permis en équipe de nous projeter dans l'avenir et sur un éventuel prochain confinement, ce qui fait que moi, je suis un petit peu déçue par ça, parce qu'aujourd'hui, on se retrouve dans la même situation qu'il y a un an et il n'y a pas eu plus que ça, de mise en place, comme on disait, de base commune, de dynamique commune. Bon, on a une injonction de la direction de l'établissement pour utiliser certains outils et pas d'autres, pour qu'effectivement, ça soit plus homogène et plus facile d'accès pour les élèves. Mais on n'a pas pris de temps pour réfléchir aux activités qu'on pourrait proposer, à la variation qu'on pourrait faire, ou à l'aménagement des emplois du temps qui, moi, me semble nécessaire, parce que l'enseignement à distance, c'est pas de l'enseignement en présentiel. Et donc, ça nécessite un aménagement autour de la temporalité, de la variété des enseignements. Et ça, aujourd'hui, il n'y a rien de fait. Donc, moi, je suis un petit peu sur ma faim, en quelque sorte. Valérie? Je partage complètement ce que Delphine vient de dire. Nous, on a eu, pour vous dire, une réunion hier soir pour un peu le point sur les décisions gouvernementales et puis sur ce qu'on mettait en place pour les semaines à venir. J'ai eu l'impression de revivre à l'identique ce que j'ai vécu il y a un an, c'est-à-dire qu'il n'y a toujours aucun collectif. On s'est encore disputé pour savoir si on prenait Zoom, Éclat, enfin, ça a été encore très tendu. Les collègues qui n'étaient pas à l'aise l'année dernière pour enseigner en distance ne le sont toujours pas aujourd'hui. Nous, dans notre établissement, on a eu la chance de ne pas basculer dans l'hybride. Donc, je crois que ça, c'est une chance, mais en même temps, c'est aussi un problème parce que ça ne nous a pas obligés à s'interroger réellement sur comment est-ce qu'on pouvait faire en temps de confinement. Et du coup, on est à peu près rendu au même point que l'an passé. On n'a pas d'outils communs. Et voilà, je suis un peu triste de me dire que, nous, je trouve que ce qu'on nous ramène beaucoup, c'est les problèmes techniques, matériels. Mais en fait, c'est la débrouillardise. Moi, j'ai des petits assistants d'éducation. Je vous donne un exemple parce que je trouve quand même qu'il est à retenir. J'ai une petite assistante d'éducation qui, pendant 2 après-midi complets, s'est promenée dans mes classes avec un téléphone portable d'élève pour que je puisse avoir contact avec mes élèves. Bon, voilà. Bien sûr. Isabelle, peut-être Ouais. Est-ce que vous avez des choses à dire sur le fait que quasiment tous, vous avez dit au début, on a submergé les jeunes sous les devoirs et on a été obligé de réguler, et on sent que c'était quelque chose qui était vraiment partagé par l'ensemble des participants.
Moi, personnellement, je pense que ça a été très différent selon les enseignants. Mais effectivement, comme ça a pu être dit dans la table ronde hier matin, il y a des enseignants qui se sont sentis obligés de submerger les jeunes de travail, notamment d'évaluation. Moi, personnellement, ça n'a pas été le cas, puisque moi, j'ai favorisé plutôt le garder le lien, la mise en contact, le pouvoir discuter. Il se trouve que je suis prof principale, donc j'ai tenu à maintenir des vies de classe davantage que de maintenir des devoirs avec des choses à rendre, etc. Pour moi, c'était l'objectif premier, c'était effectivement le côté garder le lien, être présent et que les élèves ne se sentent pas isolés et abandonnés par les enseignants. Avant de passer, merci, mais avant de passer au deuxième groupe, au deuxième atelier, peut-être une dernière question, puisque la question que vous a posée Isabelle quand elle a lancé les groupes, c'était les conditions, j'allais dire, de réussite quelque part, optimales pour arriver à créer des apprentissages, de l'enseignement et des apprentissages à distance. Alors c'est vrai, on vous l'a dit, vous êtes exprimé effectivement sur tout ce qui a pu manquer, et on l'entend bien, hein, ça c'est très clair. Mais est-ce qu'il y a quand même des leviers que vous avez repérés et que vous allez pouvoir utiliser alors, dans de l'enseignement à distance parce que imposé par la situation, ou même dans des situations d'apprentissage plus classiques, dans un retour au face-à-face, des enseignements, des éléments que vous allez pouvoir réinvestir, réutiliser? Alors moi, ce que j'ai retenu de nos échanges dans le groupe du pôle 3 et également lié à ma propre expérience de la classe virtuelle donc l'année passée, je dirais que pour que des conditions optimales pour moi déjà, c'est la motivation, l'envie de l'enseignant de faire une classe virtuelle, parce que je trouve que ça ne s'improvise pas. On ne peut pas faire cours à distance comme on fait cours en présentiel. Voilà, on ne peut pas se contenter, entre guillemets, de faire un cours théorique ou magistral, parce que les élèves soit ne viennent pas en classe virtuelle, soit ils sont tous sans vidéo, donc on ne les voit pas, on ne les entend pas, donc on ne sait pas s'ils sont avec nous en fait. Donc moi, j'avais l'impression la première fois de parler devant mon écran, en sachant que j'ai jamais fait le choix de faire un cours, mais je faisais des corrections d'exercices, donc de devoirs qu'ils avaient fait de leur côté, qu'ils m'avaient renvoyé, que j'avais corrigé. Et là, donc c'était des explications de la correction, comme on n'était pas ensemble pour en parler. Donc même là-dessus, j'avais l'impression de faire la correction pour moi toute seule devant mon écran. Ça m'arrivait de dire non mais là dites quelque chose parce que j'ai l'impression de parler à ma caméra. Donc c'était assez déstabilisant vraiment. Alors, la seule solution, moi, que j'ai trouvée intéressante, c'était vraiment les rendre acteurs de la séance. Voilà, donc je leur ai demandé, par exemple, de faire des exposés. Donc, je suis en biologie, écologie. Donc, on travaillait sur le réchauffement climatique. Donc, ils devaient choisir, par exemple, un sujet sur le réchauffement climatique. Donc, ils devaient travailler à deux de leur côté, puis après nous présenter une petite fiche de synthèse. Et on a fait aussi des caouts ensemble avec la documentaliste. Donc, ces séances-là étaient beaucoup plus interactives et se passaient beaucoup mieux. Bon, par contre, j'ai jamais réussi à avoir tous les élèves en distanciel. Donc, je dirais une des conditions, c'est la motivation de l'enseignant, de vouloir revoir ses pratiques en se disant que de toute manière, ça ne fonctionne pas comme en classe. Et je pense d'ailleurs qu'en classe, ça ne fonctionne pas non plus. Donc, c'est vrai que c'est aussi revoir nos pratiques un peu plus en profondeur. Et pour moi, la pédagogie active, c'est-à-dire vraiment les rendre acteurs de leur apprentissage, c'est fondamental. Voilà, surtout avec des classes de pro. J'ai pas mal de classes de pro. Voilà, ça nous permet de revoir ça. Merci Isabelle. Véronique, vous souhaitez compléter? Oui. Moi, je dirais en quelques mots donc des séances courtes. Donc voilà, réduire le temps en fait avec les élèves et ensuite les interpeller, c'est-à-dire les faire participer. Chacun, donc ça revient à la pédagogie active, mais voilà, les faire participer, les interpeller pour que chacun participe à la séance. Et je pense que le fait que ça soit court et qu'ils participent, moi, par rapport à ce qui s'est passé l'an dernier, ça se passait plutôt bien, avec un peu plus de pertes en seconde pro, mais quand même, ils étaient là, ils étaient à l'heure et ils savaient que ça allait durer une demi-heure, trois quarts d'heure, qu'ils avaient quelque chose à préparer en amont. Et dans l'ensemble, je trouve que
c'était pas si mal. Et après, j'en ai pu en discuter avec eux aussi, donc je n'ai pas eu de retour négatif par rapport à ça. Voilà. D'accord, merci. Alors, Virginie nous a rejoint. De ce que j'en ai vu avec les équipes, en tout cas, c'est que les enseignants ont besoin aussi de ce lien, tout autant que les élèves, et qu'au-delà de l'apport, on va dire, de connaissances, de savoir, ce lien est indispensable. Et ça se ressent encore aujourd'hui dans l'accompagnement qui est fait avec chacun d'entre eux. Et de l'inquiétude qu'ils ont quand on leur a dit voilà, qu'ils allaient à nouveau être en distanciel, de se dire mais comment on va échanger avec nos enseignants? Alors ça fait ressortir, et c'est peut-être pas l'enjeu de la conversation, mais ça fait ressortir que le présentiel a une place quand même bien particulière. Voilà. Et même si la critique parfois est assez vive vis-à-vis des enseignants, on voit bien que leurs échanges, leur apport est indispensable. Donc moi ça, je tenais à le souligner. Et que, en tout cas, moi, ce qu'il en est ressorti, c'est que maintenant, on arrive à se dire quelque chose qui ne se disait peut-être pas avant, c'est quand un élève est absent, alors pour une raison médicale notamment, qu'on a des outils qui s'y prêtent, qu'on peut faire, voilà, si c'est une absence pour immobilisation, par exemple, on peut lui faire un CCF oral en visio, ce qui, à mon sens, jusqu'à maintenant, moi, n'avait jamais été envisagé. Donc, je pense quand même que de ce qu'on a vécu qui a été difficile, on peut y voir des apports, comment dire, une nouvelle façon d'enseigner. Alors, pas de manière systématique, hein, je pèse bien mes mots, hein, mais en tout cas, de voir que ça peut être aussi source de solutions. Et donc, je pense qu'effectivement, ça apporte du progrès. Mais, voilà, parce qu'il y a toujours un mais, il faut que maintenant, ça se généralise, qu'il y ait peut-être davantage d'échanges d'expériences entre enseignants, parce que certains qui ont pu être en difficulté ou réfractaires, s'ils ont l'occasion de voir que des collègues l'ont fait et dans leur discipline, je me permets d'insister, parce que parfois on pense que c'est des disciplines plus que d'autres qui sont, on va dire, plus disposées à pouvoir le faire, ça permettra encore de faire des progrès à ce niveau-là. Merci. Valérie souhaite s'exprimer. Oui, je voulais juste rajouter à ce qu'avaient dit les collègues que je crois qu'il faut accepter quand on fait une visio, qu'il y ait un temps pendant lequel on est juste dans l'échange, parce que je l'ai vécu l'année dernière avec mes terminales. Si vous voulez, c'était un moment qu'ils attendaient avec une impatience énorme, parce que c'était le moment où dans la semaine, ils se retrouvaient, où ils se racontaient un petit peu ce qu'ils avaient fait la semaine précédente. Et si vous voulez, il y avait un long temps d'échange avant qu'on commence à faire des maths. Voilà. Et ce temps-là me semble indispensable à respecter, c'est-à-dire qu'il faut accepter qu'effectivement, cette visio qu'on leur propose, c'est aussi un moment pour eux d'être ensemble, et qu'effectivement, on ne va pas foncer tête baissée à faire le prof, en fait, hein, mais qu'on va déjà partager des choses. Et puis, je finis juste avec un tout petit détail technique, mais le fait de pouvoir utiliser le tableau blanc, c'est hyper important, en fait, dans les séances que j'ai pu faire. J'ai beaucoup utilisé le tableau blanc pour écrire des choses en direct et expliquer des choses, faire des petits schémas, et c'est vraiment essentiel. Alors après, eh bien évidemment, techniquement, c'est pas toujours facile, mais c'est très, très important. Si je peux me permettre, Valérie, quand vous parlez du tableau blanc, c'est le tableau blanc de Zoom, par exemple. Oui, c'est ça, ouais, sur lequel on peut écrire. Mais pour ça, il faut être équipé, parce que si vous écrivez avec votre souris, ça ne rend pas du tout, quoi. Donc, bon, il y a des petits outils, hein, pas très onéreux, mais qui facilitent réellement les choses. Eh bien, écoutez, la transition est toute trouvée, parce que dans les outils qui ont été utilisés par rapport à ce que vous disiez, qui est très important quand on a fait les retours d'expérience, ces fameux, ce qu'on qualifie d'espace interstitiel, tous ces petits moments quand on attend de rentrer dans la classe ou quand on sort en récréation, tous ces échanges qui sont très formateur pour les élèves, parce qu'on donne son avis sur le cours, on précise quelque chose, ou au contraire, on fait part de son mécontentement. En tout cas, on sait à quel point c'est important pour structurer quelque chose au niveau des connaissances des élèves. Et on a besoin d'outils aussi pour rétablir, et Valérie, vous venez de le dire, on a besoin d'outils pour rétablir le contact, pour générer l'interaction. Et c'est justement ce qu'Audrey et les deux collègues qui ont co-animé avec Audrey le deuxième groupe sur les techniques de rétroaction en classe nous ont proposé. Alors, je te laisse la parole, Audrey, pour nous parler un petit peu de cet atelier.
Oui, merci Michel. C'est vrai que la transition est trouvée également avec l'idée de faire participer les élèves, de ne pas faire un cours magistral voilà, quand on est à distance. Alors, c'est vrai que l'atelier sur les techniques de rétroaction en classe, à la base, il était prévu pour parler surtout du présentiel. C'était le monde d'avant, hein, les rencontres de l'innovation 2020. Et puis, finalement, on voit que ça marche aussi bien pour le présentiel que le distanciel. Donc, nous, on a fait un zoom sur les quiz interactifs où on a pris 2 exemples d'applications, Plickers et Kahoot, mais il y a également beaucoup d'autres applications qui ont été citées, hein, Socrative, Cuisinière, Google Form ou Clap, etc. Ce qui a intéressé pas mal les collègues, il me semble, c'est le fait de pouvoir obtenir un tableau des réponses, un récapitulatif des réponses des élèves qu'on trouve sur certaines applications et qui permet d'initier une remédiation. Il me semble aussi que les collègues, voilà, vous pouvez peut-être vous exprimer dessus. Dans le Padlet de la FEM, vous avez, pour certains d'entre vous, il me semble pour beaucoup, estimé que ces outils-là étaient utiles surtout pour dynamiser les cours finalement, pour varier ces méthodes pédagogiques et aussi pour instaurer un climat positif en classe. Voilà, vous pourrez peut-être vous exprimer là-dessus. Alors, on vous laisse la parole, mesdames, justement sur ce deuxième atelier. Alors là aussi, en préparant cette petite restitution, ce petit compte-rendu, Audrey nous manifestait elle aussi un étonnement par rapport justement à une hétérogénéité d'outils. Et quelquefois, beaucoup de collègues qui ont déclaré ne pas les connaître et ne pas les utiliser du tout. Alors, est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous connaissiez ces outils? Est-ce que vous les avez utilisés? Isabelle? Oui, je veux bien commencer. Alors, moi, je connaissais Kahoot. Je l'ai utilisé avec mes élèves, donc notamment pendant le premier confinement. Et j'en parlais juste avant de venir aux journées, enfin venir en virtuel. Je parlais avec mes collègues dans la salle des profs de ça, de faire des quiz voilà, à distance. Et la prof de maths, que je connais bien, me dit « Non, mais toi, tu es en biologie, c'est facile. C'est plus facile d'intéresser les élèves en biologie, voilà, de trouver des choses à faire. » Et donc là, j'étais très contente d'avoir une enseignante en biologie pour Plickers, ce que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas cet outil-là. Et d'avoir un prof de maths pour Kahoot. Voilà, donc je lui ai posé la question, mais quelles sont vos questions pour Kahoot? Voilà, et moi, j'ai vraiment apprécié cette deuxième partie du pôle, parce que c'était effectivement très dynamique, convivial, et puis l'enseignant en maths, c'est vrai qu'il dégageait quelque chose de très vivant, voilà, et je me suis dit, les élèves, ils doivent vraiment s'éclater avec lui en cours, hein. C'est ce que ça m'a donné comme impression. Et Plickers, je vais essayer de l'utiliser, alors peut-être pas avec les cartes. Donc je me dis que Plickers, avec l'application, avec leur téléphone portable, ça peut être aussi intéressant. Voilà. Je crois que ce que vient de dire Isabelle, c'est intéressant aussi. Ça reprend ce que disait la collègue de Romain, la Virginie, en introduction tout à l'heure, hein, cette prééminence qu'on croit ou qu'on projette, en tout cas sur certaines disciplines qui seraient plus faciles à transposer dans un enseignement à distance que d'autres. Ça, c'est une question qui est dans les échanges qui est régulièrement revenue. Et pour autant, on voit bien que les exemples montrent le contraire. Alors, est-ce que Valérie, vous oui, voulez intervenir? je confirme, hein, parce que je suis enseignante en mathématiques, sciences physiques, et j'ai pas vraiment découvert les 2 applications, mais moi, j'utilise plutôt Cuisinière. Mais comme j'ai adoré Kahoot, ça y est, je m'y suis mis, j'ai déjà préparé des petits Kahoot pour la semaine prochaine. Je trouve ça génial, en fait. Et moi, je suis dans la même situation qu'Isabelle et vraiment, je suis hyper décomplexée par rapport à ça. Moi, mes élèves, ils utilisent le téléphone en classe. J'ai beaucoup d'applications en sciences physiques qui sont facilement installables sur leur téléphone. C'est gratuit. Moi, ça dynamise mes cours. On fait des enregistrements, on fait des petits quiz en direct. Donc, du coup, j'ai des collègues qui sont complètement opposés à cette idée et très honnêtement, je m'en cache un petit peu auprès de l'équipe, mais je l'utilise largement en classe. Quand un élève me dit « Madame, est-ce qu'on peut chercher ça ?» Je dis « Oui ». Après, tout est dans la relation de confiance. Si vous instaurez un climat positif, un climat de confiance, les élèves, ils ne cherchent pas à vous défier, ils ne cherchent pas à aller sur le téléphone pour faire autre chose que ce que vous les autorisez à faire. Et c'est un outil, mais extraordinaire.
Donc, je ne vais jamais m'en priver. Maintenant que je l'ai expérimenté, je continuerai. Et merci beaucoup pour ces ateliers parce que j'ai toujours à cœur de découvrir des nouvelles choses. Et j'ai beaucoup aimé aussi les petits papiers parce que finalement, techniquement, on n'a pas besoin de grand-chose pour pouvoir mettre un petit peu de vie dans nos classes. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que sans doute que de passer par cette façon d'enseigner, ça fait qu'on n'a pas des classes qui sont des classes hyper calmes. Ça, c'est sûr. Les classes chez nous, elles sont vivantes. Il y a des échanges. Et si on veut une classe hyper calme, on ne peut pas effectivement aller sur ce chemin-là. Mais c'est dommage parce que c'est riche. Une réaction, Audrey, peut-être par rapport à ce qui vient d'être dit? Oui, merci beaucoup. Ça montre que, voilà, que ça ouvre des pistes. Alors peut-être que je me demande si ça ouvre des pistes à ceux d'entre vous qui sont déjà un peu initiés à d'autres d'autres applis. Voilà, je me pose la question. Voilà, est-ce que ceux qui vraiment étaient fermés à ça au départ, ça les incite à passer le cap? Peut-être que certains d'entre vous ont des débuts de réponse à ça. Alors, ce ne sera pas un début de réponse, mais j'ai le même questionnement. De savoir effectivement si cette occasion qu'on a eue dernièrement, ce n'était pas pour davantage inviter les personnes qui étaient déjà sensibles sur ces questions-là à développer, et pour ceux qui étaient soit réfractaires, soit en difficulté, un peu plus de les freiner en disant « oh là là, c'est pas évident ». Moi, je reste aussi assez convaincue qu'il y a peut-être un travail à faire au niveau de la formation des enseignants et peut-être dès l'ENSFEA maintenant, peut-être que ce serait un point à aborder, de sensibiliser les futurs enseignants sur tous les outils qui existent, ou tout au moins de leur dire où se procurer ces outils. Parce que je vois que maintenant, c'est dans l'air du temps et que les gens peuvent se former, mais sur la base du volontariat. Hein. Mais est-ce que ça ne serait pas quelque chose à généraliser? Ça fait partie aussi des questionnements. Mais malgré tout, je pense qu'il y a eu des entre-deux, des personnes aussi qui, en étant chez elles, se sont investies et sont allées sur un terrain où peut-être qu'en temps normal, elles ne seraient pas allées. Donc, voilà, il y a encore du travail, mais je reste assez positive aussi, mais je pense qu'il y a besoin réellement d'un accompagnement aussi bien des enseignants formateurs que des élèves, parce que c'est vrai que moi, c'est quand même ce que je dis très, très souvent. Mon souci, c'est avant tout les apprenants, et je pense que les apprenants, voilà, maîtrisent bien les smartphones, maîtrisent bien les ordinateurs, mais c'est quand même pas tout le monde, et c'est pas pour faire non, ils n'ont pas tous les mêmes pratiques. Donc, ça serait aussi quelque chose à prendre en considération. Et c'est vrai que nous, par exemple, dans cet ordre d'idées-là, on s'interroge sur la mise en place d'ambassadeurs informatiques, donc des élèves dans chaque classe qui auraient une certaine aisance et facilité, qui pourraient être des personnes relais de l'enseignant pour accompagner leurs camarades. Mais voilà, ce sont des réflexions. Voilà. On n'aura pas eu le temps de le faire justement avant ce soir, mais voilà, ça fait partie des choses qu'on aimerait plus tard. Merci. Delphine a demandé la parole. Oui, moi, ce que je voulais dire, c'est que ces applis, je les connaissais, Softplickers. Enfin, je connaissais le nom, mais je ne l'avais jamais pratiqué, utilisé, ni même vu. Par contre, moi, ce que ça m'a donné envie, c'est d'être plutôt une personne ressource et relais dans mon établissement. De voir justement qu'il y avait d'autres disciplines que la mienne. Moi aussi, je suis en bioécologie, hein, mais de voir que je pouvais aussi donner de l'info à des collègues par rapport à l'utilisation de ces applications en dehors de ma stricte discipline, puisqu'on avait un panel d'enseignants assez varié. Donc, je n'ai pas forcément découvert grand-chose, mais ça m'a donné envie de faire découvrir, voilà, par rapport à ce qui était présenté dans l'atelier. Et donc, justement, sur la dynamique de ces techniques de rétroaction, est-ce que c'est quelque chose que vous arrivez à projeter? C'est le sens aussi de ce que disait Virginie il y a quelques instants, à le projeter dans un enseignement à distance, parce que Audrey l'a bien expliqué, au départ, c'était présenté pour être une technique d'animation et d'échange en présentiel, mais ça peut être effectivement utilisé dans un autre contexte. Et ça aussi, ça ouvre des pistes pour vous? Pour moi, il n'y a pas de différence. Moi, j'utilise aussi bien en présentiel qu'en distanciel. C'est le préalable, en fait, à tout démarrage d'une séquence de cours, d'une séance de cours. Et donc, vous le gérez de la même façon?
Oui et non, puisque en distanciel, bon, on va être beaucoup plus sur un quiz, un QCM qui permettrait de retrouver les connaissances qui ont été vues précédemment, alors que quand je suis en présentiel, ça va être davantage moi et non pas la machine qui va poser les questions. Mais sur le fond, je pense que c'est la même chose, c'est l'outil qui change. La dynamique reste la même, le rituel de démarrage de cours reste le même. D'accord. Une question avant de laisser la parole à Véronique, toujours pour vous Delphine, sur justement le fait que ce soit des dynamiques à peu près similaires. Est-ce que sur les consignes, il y a quelque chose qui change quand vous vous adressez aux élèves à distance par rapport à ce que vous faites dans le cadre de la classe? Est-ce que les consignes sont travaillées différemment, sont formulées différemment ou pas? Pour moi, non. Non. Les consignes restent les mêmes. Comme je disais précédemment, le rituel de démarrage et de rétroaction, de réactivation avant de passer à autre chose reste le même. Même si on est en distanciel, je pense que quelque part, c'est aussi un des éléments qui rassure les élèves. L'enseignant n'étant pas présent, le rituel reste le même. Donc, il y a quand même un cadre, il y a des choses auxquelles ils savent s'attendre. On sait que ça va se passer de la même façon, même si on n'est pas en présence. Pour moi, c'est un élément qui permet de rassurer mes élèves. Et je pense que c'est aussi à travers ça que je peux les capter, que je peux les avoir. Moi, j'ai eu beaucoup d'élèves en visio. J'ai eu très peu d'absence. Bon, ils mettaient pas tous leur caméra, etc. Ils prenaient pas tous la parole. Mais je pense que l'aspect rituel, quand on n'est pas en présentiel, reste quelque chose, un élément important. Merci. Véronique, vous souhaitiez intervenir? Donc, Plickers, j'ai testé. Kahoot, je connaissais, je l'utilisais aussi. Alors, moi, je ne suis pas une grande utilisatrice des quiz comme ça interactifs, parce que je fais partie des gens qui ont du mal à ce qu'il y ait trop d'excitation quand il y a trop de monde. Alors, je le fais plutôt en demi-groupe, parce qu'après, en grand groupe, avec 34 élèves, ça amène à trop de discussions, trop d'excitation. Voilà, donc je voulais donner un de ces aspects aussi, parce que vous en avez parlé. Par contre, justement, en distanciel, je trouve que par rapport à ce problème de retour au calme, que je ne sais pas gérer, hein, c'est personnel, je supporte très peu le bruit, donc c'est vrai que je suis peut-être exigeante par rapport à ça. Quand on fait des travaux de groupe, j'ai mis en place des petites règles aussi pour qu'il n'y ait pas trop de bruit, donc que le niveau sonore ne monte pas trop, parce qu'ils travaillent quand ils sont en groupe. Et du coup, en distanciel, je trouve que pour moi, en tout cas, c'est un outil qui est plus facile à utiliser qu'en grand groupe. Voilà, donc je voulais rajouter ça, mais c'est très dynamique, c'est intéressant. C'est vrai que pour l'avoir testé, je trouve que c'est intéressant pédagogiquement. Voilà. Oui, moi, je voulais réagir sur les consignes. J'ai essayé de faire des efforts dans la rédaction de mes consignes pour qu'elles soient avec des phrases beaucoup plus courtes. Je mets les verbes surlignés pour que l'élève sache exactement ce qu'il a à faire. Et puis, ce que j'ai fait là, nous, depuis les vacances de Toussaint, les élèves viennent une semaine sur 2 au lycée. Donc, on est mi-présentiel, mi-distanciel. Donc, ce que je fais pour les séances à distance, c'est que en plus dans Pronote, j'explique ce qui est demandé, en plus des consignes, avec voilà, un vocabulaire un peu moins peut-être soutenu et quelque chose de plus proche des élèves. Et je leur propose aussi de me poser des questions dans Pronote auxquelles je réponds dans la journée pour qu'ils puissent travailler au moment où ils l'ont décidé, mais qu'ils puissent quand même avancer. Et ça fonctionne pas trop mal. On va dire que j'ai la moitié des élèves qui me rendent le travail. Bon, après, je fais des rappels en présentiel. Mais voilà, j'ai fait cet effort sur les consignes qui étaient, je pense, nécessaires pour les élèves qui étaient tout seuls devant leur ordinateur pendant cette semaine. Merci Amandine. Alors peut-être pour conclure cette synthèse qui est dense, qui est très riche, puisqu'on est quasiment reparti sur les contenus des ateliers, on a balayé beaucoup de points. Donc est-ce que un petit mot final justement sur ce pôle 3 donc, qui était centré sur les activités des enseignants et des élèves en situation d'enseignement-apprentissage et que l'on a volontairement projeté justement sur de l'enseignement à distance essentiellement, hein, puisque c'est le contexte qui veut ça également. Est-ce que vous souhaitiez
apporter peut-être, si ce n'est une conclusion, en tout cas un témoignage supplémentaire ou nous faire part d'un élément qui vous paraît important? Moi, je veux bien dire encore quelques mots. Ce qui me paraît important quand on est en distanciel, et ça a déjà été dit au préalable, c'est effectivement de maintenir des séances d'apprentissage destinées en tout cas aux apprentissages, mais aussi de maintenir des temps de détente qui permettent de créer du lien encore plus avec les élèves. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai mis en place l'année dernière un défi photo. Donc, le but était de prendre un objet du quotidien sous un angle avec un cadrage qui ne permette pas de reconnaître immédiatement l'objet. Et tous les jours, il y avait une publication d'une nouvelle photo avec, sur Pronote, donc avec la possibilité pour les élèves de proposer des réponses, etc. Et ça a été vraiment… on avait fait la même chose côté enseignant. On avait 2 défis parallèles. Et ça a été, je pense, un élément très important pour maintenir le lien aussi, pour que les élèves aillent sur Pronote et qui, à l'occasion d'un moment de loisir, de détente, bien aussi, je pense, consulter aussi leur cahier de texte, regarder, voilà. C'était quelque chose d'important et ça a permis de créer du collectif dans les élèves, également dans les enseignants, hein, d'autre part. Et de peut-être rendre la situation un petit peu moins difficile à vivre aussi. Donc, je pense que ça, c'est peut-être tout aussi important que les apprentissages. Merci. Une autre réaction, Isabelle? Oui, moi je veux bien réagir. Donc ce que je retiens là de toute notre réflexion sur les conditions favorables pour un meilleur apprentissage à distance, c'est de rendre vraiment l'élève acteur de son apprentissage. Alors faire du lien effectivement parce qu'il ne faut pas les lâcher, mais en plus je pense qu'il faut bien leur expliquer dans le temps, c'est-à-dire combien de séances ça va prendre, combien de temps même ils doivent y consacrer, vraiment chiffrer avec eux tout ça, leur donner le plus d'explications et de sens possible, aussi bien dans les consignes simplifiées, effectivement, essayer de simplifier au maximum les consignes, faire des petits défis faciles pour les accrocher, mais voilà, les rendre acteurs le plus possible dans le lien et dans l'apprentissage. Absolument. Véronique? Que nos élèves, en fait, ils ont besoin vraiment de liens. Et donc, je garderai l'idée, en fait, de ce que j'avais fait l'an dernier, hein, d'être toujours avec eux et de faire cette pause café avec eux pour qu'ils puissent discuter. Bon, ils le faisaient quand certains restaient, ça ne s'arrêtait jamais, la vidéo, ils discutaient, ils me demandaient des nouvelles, etc. Mais je crois que je vais l'institutionnaliser cette fois-ci parce que je crois qu'ils ont besoin de se voir entre eux et d'avoir un adulte ou des adultes qui les cadrent et c'est leurs enseignants, ils ont besoin de leurs enseignants. Donc, je vais garder ce lien vraiment très fort. Voilà. Merci Véronique. Audrey, Isabelle, non? Pas de message particulier. Peut-être juste une remarque qui me vient à l'esprit en vous écoutant, c'est j'ai l'impression que trop souvent, en fait, on fait une scission entre le lien, le plaisir et les apprentissages. Et je trouve ça un petit peu dommage parce que le travail sur encrochage avait montré que les élèves qui restent, ce sont les élèves qui vivent bien et qui apprennent bien. Et il me semble que quand on apprend des choses qui nous servent à comprendre le monde qui nous entoure, c'est aussi du plaisir et ça participe aussi du lien. Et je pense qu'il ne faut pas se dire d'un côté le lien, de l'autre côté les apprentissages, mais c'est un tout, me semble-t-il. Et c'est vrai que ça ressort beaucoup dans tout ce qu'on a entendu ce matin. Audrey? Ah oui, non, je veux rester sur ce mot de la fin là. Ça me va très bien. Bon, mais écoutez, oui, effectivement, c'était très positif. Bon, écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Ouais, vraiment, un grand merci d'avoir accepté de nous consacrer du temps ce matin parce qu'on sait que les emplois du temps de chacun sont très, très chargés et que tout s'accélère puisqu'on va réaliser un enregistrement. Donc, pour ceux qui vont l'écouter dans quelques temps, nous sommes le vendredi 2 avril. Et mardi prochain, l'école recommence sur un rythme différent. Voilà. Bon, encore une fois, un grand merci.